Je vais essayer de vous faire une présentation brève, en tout cas plus brève que la dernière fois, sur la pathologie de la rotule et notamment ce qu'on appelle le ou les syndromes fémoro-patellaires et faire quelques actualités sur la prise en charge de la douleur antérieure du genou. L'idée, c'est de simplifier un petit peu le ou les syndromes fémoro-patellaires. La problématique que l'on a tous, je pense, en tant que professionnel de santé, du syndrome fémoro-patellaire, du syndrome rotulien, de la tendinite du genou, en fait, là, j'ai parce que c'est un bras hein, quand même. des craquements, c'est que globalement. Sauf que maintenant, donc en fait, j'ai que 4 conférenciers et un animateur dans la liste. Vous m'entendez ah. Ouais. Attends, je pense que tu parles en même temps que moi. Enfin, moi, je t'entends toi. Ok. Donc, la problématique, c'est que souvent, on a une inadéquation entre l'intensité des facteurs qui déclenchent l'intensité a priori de la douleur et ce qu'on retrouve sur le plan clinique. Et ce sont des syndromes qui sont compliqués parce qu'il y a de nombreuses plaintes qui sont mal systématisées et qui souvent mettent du temps à évoluer en thérapie et qui échappent souvent à la thérapie. Et notamment que ce soit les médecins que je rencontre me disent souvent je prescris, les gens font de la kiné et puis de résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une histoire de douleur antérieure du genou et de souffrance au niveau de ce qui se passe sur le cartilage rotulien. Globalement, il y a beaucoup de facteurs mécaniques et notamment de facteurs musculaires qui entraînent, s'il y a un déséquilibre potentiel, une hyperpression de la rotule sur la trochlée fémorale. Et globalement, tous ces syndromes sont concentrés autour de cette hyperpression qui peut être douloureuse. Ce qu'il faut comprendre, une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est que la rotule, elle doit rester centrée, alors que la résultante des forces entre les muscles qui s'insèrent dessus et les forces quand on fait de la flexion-extension, elles ont tendance à attirer la rotule vers l'extérieur du genou et pourtant, elle doit rester centrée. Donc ça, c'est vraiment une des grosses problématiques de cette rotule. Sur le plan anatomique, j'ai fait un rappel très très bref des structures qui m'intéressent, surtout, je pense que ça sera fait mieux sur la partie chirurgicale. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette rotule, les rétinaculums latéraux, enfin latéral et médial, les anciens ailerons rotuliens, et puis le ligament fémoro-patellaire médial, qui est un élément de rétention qui est souvent lésé dans les pathologies d'instabilité. Ça, ce sont des éléments dont on va reparler assez régulièrement. Sur le plan musculaire, je ne vais pas vous refaire toute l'anatomie, mais globalement, quadriceps, tendon quadricipital, tendon patellaire ou tendon rotulien qui s'insère sur la tubérosité tibiale, et puis ensuite tout ce qu'on a autour, tous les muscles de la patte doigt qui interviennent dans la stabilité plutôt médiale, ensuite tout ce qui s'insère globalement latéral avec le tubercule, le jardin, la bande électrotibiale, etc., etc. Tout ça, c'est très très important dans la stabilité du genou. On va essayer de catégoriser les syndromes fémoro-patellaires en deux catégories. Ceux où on a un syndrome qui est rotulien plutôt cohérent, ou syndrome rotulien positif, et ceux où les syndromes rotuliens sont plutôt piégeux. On n'est pas très sûr finalement à la fin que la pathologie vienne de la rotule. Donc, dans les syndromes rotuliens, on a les syndromes fémoro-patellaires qu'on traite aujourd'hui, les tendinopathies de l'appareil extenseur, donc patellaire quadricipital qu'on ne traite pas aujourd'hui, les ostéochondrites, les lésions ostéochondrales, léophytes, donc tout ce qui est l'infiltration et les douleurs au niveau de la diffusion dans la graisse de Hoffa, toutes les séquelles d'ostéochondrose de croissance, notamment la maladie de Sinding-Larsen-Johansson. On en voit plus que ce qu'on en diagnostique. Et puis après, on a tous nos syndromes rotuliens piégeux, donc toute la douleur antérieure du genou qui peut être associée surtout à une douleur référée, les douleurs projetées, les douleurs de corps antérieur de ménisque, toutes les anthésopathies latérales ou médiales, les pathologies de la tibio-fibulaire supérieure, toutes les pathologies ostéopathiques, etc., etc. Dans la littérature, il y a quelques petites choses intéressantes qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même de nombreux facteurs éthiopathogéniques qui sont inconstants, mais qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, notamment la pathologie de l'alignement de l'appareil extenseur, donc la problématique de face entre le quadriceps, la rotule, les tendons, le tibia par rapport au fémur, etc.
Les anomalies de la rotation fémorale et notamment la mobilité du fémur liée aux muscles, notamment les adducteurs de hanches et de genoux dont on va nous parler beaucoup en rééducation. Et puis tout ce qui est faiblesse de la musculature de hanche au niveau des extenseurs, du quadriceps. Le conflit aigu fémoro-acétabulaire est un facteur éthiopathogénique qui peut entraîner des syndromes fémoro-patellaires. Le rôle du pied est plus controversé, donc je ne vais pas rentrer dedans. Et puis, tous les facteurs globalement biomécaniques qu'on recherche régulièrement dans ces pathologies, à savoir le déséquilibre fémoro-patellaire si on a une rétraction des rétinaculums, le défaut d'alignement du squelette, génus valgum, le défaut de contrôle dynamique lié au défaut d'activation musculaire, vaste latérale, vaste médiale, et puis l'augmentation de la TAGT. Ce qu'il faut savoir, c'est que la douleur, ce n'est qu'un signal du nerf, et c'est toutes les structures qui sont richement innervées autour de la rotule qui vont déclencher ce signal de douleur, notamment les rétinaculums, la synoviale, la graisse de Hoffa, l'os chondral, etc., etc. Alors, très souvent, ces syndromes fémoro-patellaires, ils sont pris en charge et ils sont compliqués parce qu'ils se chronicisent du fait qu'on n'a pas su forcément bien expliquer cette pathologie et que les gens se retrouvent très souvent dans une situation où on a l'impression que c'est catastrophique, que ces douleurs sont catastrophiques, et il y a beaucoup de phénomènes de kinésiophobie qui interviennent à ce moment-là, et notamment des pathologies qui traînent parce que les gens n'arrivent pas à évoluer en rééducation alors qu'on n'a pas de raison anatomique à ce que ce soit le cas. On va définir 4 grands cadres cliniques sur les syndromes fémoro-patellaires, à savoir la patella douloureuse non instable, donc c'est le syndrome fémoro-patellaire douloureux primitif. On a ceux de l'adolescent jeune adulte et ceux du sujet plus âgé. Les instabilités patellaires, les syndromes rotuliens douloureux secondaires qu'on ne va vraiment pas traiter aujourd'hui, qui sont toutes les choses post-traumatiques, post-chirurgicales, etc. Et l'arthropathie patellaire. Une fois qu'on a fixé ce cadre et qu'on a retenu ça dans notre tête, globalement, vous avez fait une énorme partie du diagnostic et donc vous pourrez adapter au mieux la prise en charge. Ça, c'est vraiment pour moi ma diapo à retenir. Sur les syndromes fémoro-patellaires primitifs. Donc, c'est vraiment le syndrome fémoro-patellaire qu'on voit classiquement avec une prévalence plus importante, en gros 12 à 15% chez la femme, 18-35 ans avec un pic à 18 ans. Dans la littérature, entre 12 et 17 ans, on retrouve avec les facteurs favorisants, le bassin large, génus valgum, la marche avec des talons surélevés, position assise, jambes croisées, etc. etc. C'est ce qu'on retrouve classiquement dans la littérature. On revient sur nos deux tableaux. Le syndrome fémoro-patellaire du jeune adulte ou de l'adolescent, qui peut être lié à un overuse sportif, à une surcharge sportive ou à une surcharge pondérale, à des raideurs de chaîne, et notamment, c'est très souvent le syndrome fémoro-patellaire qui est associé à des douleurs du rachis. Du coup, on les met sous le coude, on les place dans les douleurs de croissance, ce ne sont pas du tout des douleurs de croissance. Et on a plutôt ce qu'on appelle le genou forcé de l'adulte. Alors, dès l'adulte jeune, l'adulte un peu plus âgé aura tendance à avoir une usure cartilagineuse, mais globalement, c'est la reprise sportive ou une activité intensive et tout d'un coup une douleur brutale avec des symptômes qui persistent par la suite, et notamment l'apparition d'un épanchement qui nous fait suspecter des lésions plutôt cartilagineuses. Sur le plan clinique, l'évaluation clinique, elle est assez simple, mais elle doit comprendre un entretien qui est vraiment attentif sur la composante psychogénique de la douleur antérieure du genou. Comme je vous l'ai dit au tout début, souvent on a des symptômes qui sont très parlants avec des pathologies qui sont finalement sur le plan anatomique et sur le plan de l'examen qui peuvent être assez pauvres. Donc c'est très important d'essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne veut nous dire avec sa douleur. Ensuite, moi, j'évalue systématiquement la pratique sportive, le niveau, le volume, les adaptations. Est-ce qu'il y a un geste technique qui est incriminé? Est-ce qu'il y a une modification du matériel, etc. Bien évidemment, chaussage, semelle, si les gens portent des semelles, si les gens ont des chaussures, quel est le type d'usure, quel type de chaussures ils portent, combien de kilomètres elles ont fait, etc. etc. S'ils portent des contentions, très souvent, ils arrivent en ayant déjà essayé plusieurs attelles de genoux. Ou en ayant des straps, en ayant des tapes, en ayant plein de choses qui peuvent avoir des fois amélioré la douleur ou pas et nous orienter sur quel type de pathologie. Bien sûr, comme d'habitude, on caractérise la douleur et moi, je me pose deux questions importantes. Est-ce que les douleurs, elles sont plutôt statiques ou dynamiques?
permanente ou non, et est-ce qu'il y a une notion d'instabilité? Ça va nous refixer sur les grands cadres dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, l'examen clinique, il est bilatéral comparatif, et on commence du côté sain en premier. Les deux questions que je me pose, c'est est-ce que c'est bien un syndrome fémoro-patellaire et est-ce que c'est bien un syndrome fémoro-patellaire sans signe d'instabilité? Je ne vais pas vous refaire tout le listing, mais globalement, moi, je regarde debout, de face, profil et de dos systématiquement mon patient pour regarder l'alignement des segments osseux, donc plan frontal et plan sagittal, récurvatum, gémine valgum, etc., tout ça. Je regarde la trophicité musculaire de la cuisse, je regarde l'extensibilité des chaînes antérieures, des chaînes postérieures. Est-ce que j'ai des signes de dysplasie liés au quadriceps, donc une ascension de la patella, ou un déséquilibre entre le vaste interne et le vaste latéral et le vaste médial, et est-ce que j'ai des signes de dysplasie fémoro-patellaire, notamment la notion de strabisme convergent des patellas. Ça, il ne faut pas oublier, il faut le faire bien, les pieds joints. Ensuite, j'examine le patient en position couchée. Bien sûr, je recherche un épanchement intra-articulaire. Je regarde un petit peu les structures anatomiques. S'il n'y a pas de douleur, je fais mon examen orthopédique complet du genou tout de suite pour éliminer les causes secondaires ou les autres causes de potentielles douleurs antérieures du genou qui ne seraient pas des syndromes rotuliens ou des syndromes fémoro-patellaires. Bien évidemment, évaluation de la mobilité du genou en flexion, en extension, avec une composante de rotation. Et puis, j'évalue la coxofémorale, le rachis lombaire pour tout ce qui est douleurs qui peuvent venir en projection. Et puis, je teste l'extensibilité des chaînes antérieures, flexion du genou en bloquant le sacrum en décubitus ventral et évidemment l'élévation jambes tendues pour voir un petit peu les chaînes postérieures. Je mesure ma force musculaire en flexion et en extension. Je le fais tout le temps avec un dynamomètre à main. J'évalue les 3 courses externes à 90 degrés et en flexion maximale. Ça, c'est très important pour faire le bilan des facteurs qui amènent au syndrome fémoro-patellaire et ça m'aide beaucoup à guider la rééducation. Tout ça, ça me permet de rechercher les facteurs de risque de syndrome et de potentiellement réveiller la douleur. Et ensuite, en dernière étape, je fais les manœuvres qui peuvent provoquer la douleur et l'appréhension. Donc, je ne les fais pas avant pour ne pas fausser mon examen, avec notamment la mobilisation de la rotule, la palpation de toutes les facettes, le test du rabot, le test de Zolen et le test d'appréhension de Smiley. Je pense qu'on pourra en discuter à la fin si on a le temps. Ce sont les tests les plus importants qu'il faut connaître et savoir faire, qui nous orientent très facilement sur des lésions plutôt de chondropathie ou des lésions d'instabilité. Sur le plan paraclinique, c'est assez simple. Il est recommandé uniquement 3 clichés radiologiques, genou de face, genou de profil et un défilé fémoro-patellaire à 30 degrés. Moi, je fais un peu plus compliqué que ça, parce que je vais un peu plus loin dans ce que j'en attends derrière. Je compare les 2 genoux de face en extension en charge. Je fais une radiographie de genou de profil. Je fais un défilé fémoro-patellaire à 30 degrés, donc c'est une incidence maxiale plus ou moins à 60 degrés si j'ai une pathologie de l'engagement. Et je fais un cliché de Schuss dès que j'estime qu'il peut y avoir une arthropathie. Globalement, on dit après 50-55 ans, mais moi j'ai des athlètes très jeunes qui ont une arthropathie très précoce fémoro-patellaire, donc ça m'arrive de les faire dès 15 ans. Bon, on recherche bien sûr les facteurs principaux d'instabilité rotulienne sur les radios. On ne les voit jamais et souvent, c'est des choses qu'on fait plutôt au scanner. Donc, je ne vais pas trop avancer dessus. Évidemment, en cas d'antécédent de luxation ou en cas de suspicion de chondropathie, on ira plus loin dans le bilan d'imagerie. Alors, c'est pareil, tout le monde ne fait pas le même bilan d'imagerie. Moi, je fais très facilement l'IRM, pas forcément l'arthro-IRM, l'arthroscanner, ou pas forcément le scanner, sauf si j'ai une idée pré-chirurgicale. À ce moment-là, je vais chercher des choses particulières sur le scanner. Mais globalement, bilan radio, on fait déjà beaucoup de choses, et IRM, surtout si on veut regarder un petit peu sur le tissu mou, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je fais très facilement en consultation une échographie pour regarder les pathologies de l'appareil extenseur, notamment les tendons, et puis si j'ai un aspect lésionnel sur les rétinaculums. Moi, je fais quasiment systématiquement quand il y a des facteurs mécaniques qui peuvent amener à ce genre de pathologie, je fais très rapidement une imagerie EOS avec un pangonogramme en charge.
Ça me permettra en plus de guider le podologue éventuellement et le kiné. Ça, je ne vais pas y revenir. Sur le plan thérapeutique, c'est comme la chirurgie, la prise en charge du syndrome fémoro-patellaire, c'est à la carte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune thérapie qui a prouvé une meilleure efficacité qu'une autre. Et globalement, dans toutes les études, et notamment il y a beaucoup d'études comparatives, qui ont montré que finalement, il y avait moins de 25% des praticiens de traumatologie du sport qui appliquent un traitement qui est basé sur l'evidence-based medicine et que la plupart d'entre eux fonctionnent sur leur expérience personnelle. Et c'est normal parce que c'est compliqué de prendre en charge de manière systématique un syndrome fémoro-patellaire qui ont des formes très variées et qui ont surtout des facteurs favorisants très variés et qui a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Voilà un petit peu comment moi je fonctionne. En premier, j'ai une étape très éducative avec le patient. Bien sûr, je fais une annonce du diagnostic. C'est très important de dire voilà ce que c'est, voilà le type de pathologie, notamment le type de syndrome fémoro-patellaire, voilà les facteurs favorisants qui amènent à ça, et voilà les options thérapeutiques que je vais vous proposer. Et surtout, je dis toujours qu'il y a des options et que ça va aller beaucoup mieux. Donc, on planifie, on dédramatise, etc., etc. Pour moi, ça, c'est très, très important. C'est une étape essentielle qui intervient dans 50% du résultat algo-fonctionnel par la suite. Très souvent, quand je les réévalue, qu'ils n'ont même pas fait de rééducation ou rien du tout, si je les revois 6 semaines après, très souvent, quand je refais une échelle, elle est déjà améliorée globalement d'environ 50%. Étape éducative, étape rééducative, musculaire. On va vous en parler tout à l'heure. Je ne rentre pas trop dans le détail. C'est vraiment la seule chose qui est validée dans toutes les prises en charge, c'est-à-dire que le syndrome fémoro-patellaire douloureux, plus ou moins instable, plus ou moins arthropathie, il est très important d'envisager une rééducation précoce. Bien sûr, il va vous parler du rôle des abducteurs. Bien sûr, il y a le rôle du quadriceps. Bien sûr, il y a la lutte contre la rétraction des ischio-jambiers et du quadriceps, et surtout le droit fémoral qui intervient dedans. Et ensuite, moi, je fais très vite de la reprogrammation neuromotrice. Sur la prise en charge, ensuite, plutôt médicale, pharmacologique, je donne quasiment jamais d'anti-inflammatoire ou d'antalgique, sauf dans des cas vraiment importants, mais à ce moment-là, je préfère faire une infiltration cortisonnée pour calmer la douleur intra-articulaire. Et ensuite, je vais très vite à des stratégies de médecine régénérative qui combinent PRP, éventuellement viscosupplémentation, ou PRP, cellules souches. J'utilise très donc l'étape orthopédique, c'est tout ce qui est taping, strapping, genouillère, semelle orthopédique. Je guide bien le podologue sur ce que j'en attends, en tout cas sur les principes de la pathologie. Ensuite, je fais très souvent des genouillères de recentrage rotulien. Ça aide beaucoup les patients à passer un cap dans l'activité sportive. Bien sûr, strapping pour certaines activités et du taping avec un bon effet proprioceptif, ça marche très bien. L'étape psychothérapique, alors moi c'est moins mon domaine et je rentre moins dedans, mais une fois qu'on a identifié que les patients avaient une grosse composante psychogène et psychosomatique à cette douleur, il faut bien évidemment rentrer là-dedans, et des fois j'oriente les patients vers des professionnels de santé qui gèrent cette partie-là bien mieux que moi. Mais c'est très très important puisqu'il y a vraiment une grosse adéquation entre douleur et pathologie qu'on peut objectiver. Bien évidemment, la suite des choses, c'est l'étape chirurgicale en cas d'échec de toutes ces choses-là. Prise en charge des facteurs déclenchants, j'en ai pas parlé, mais c'est tout ce dont on a parlé juste avant. Et prise en charge de la technopathie sportive, bien évidemment, s'il y a un geste sportif, s'il y a une technologie du sport qui amène ça, notamment la chaussure, etc., il faut absolument corriger tout ça. Donc, on était dans le cadre du syndrome fémoro-patellaire douloureux sans instabilité. Maintenant, on va passer dans le cadre du syndrome fémoro-patellaire instable, plus ou moins douloureux. Globalement, dans la littérature, il y a 3 catégories d'instabilité. L'instabilité qui est subjective, c'est-à-dire que la personne a un réflexe d'inhibition dans son mouvement parce qu'il a l'impression que quelque chose est instable ou que quelque chose va se luxer. Jusqu'à la sensation de dérobement très brutal, mais que l'on n'objective pas forcément à l'examen. Ensuite, il y a les instabilités objectives, qu'on objective pendant l'examen, qui peuvent être suite à un déplacement unique ou récidivant. Donc, ce sont les luxations. Exceptionnellement, la luxation interne, mais c'est quasi systématique, une luxation externe. Le mécanisme, quand c'est macrotraumatique, c'est un mécanisme de valgus, flexion, rotation externe.
très souvent. Rappelez-vous le premier schéma que je vous ai montré sur les composantes musculaires qui avaient tendance à vouloir emmener la rotule en dehors. C'est bien dans ce cadre-là, donc des instabilités objectives, c'est qu'il y a l'air d'une luxation ou de luxation récidivante que l'on voit des anomalies cliniques et à l'imagerie. Et ensuite, il y a le cadre des instabilités potentielles, ce sont des gens qui ont des anomalies anatomiques mais qui n'ont jamais luxé. L'anomalie principale qu'il faut rechercher, si vous devez retenir une chose sur les anomalies, c'est ça, c'est la dysplasie de la trochlée fémorale, plus ou moins patellaire. Les facteurs mécaniques d'instabilité, je pense qu'ils reviendront dessus sur la partie chirurgicale. Globalement, c'est tout ce qui amène à donner envie à la rotule de sortir sur le côté, et notamment tous les facteurs musculaires qui l'amènent en latéral, en haut et en latéral, alors qu'on a un genou qui a plutôt tendance à rentrer dedans. Ce que vous voyez ici sur les clichés radio scanner ici, on voit la dysplasie, on voit vraiment l'aplatissement à ce niveau-là. Donc ça, c'est typiquement des facteurs qui empêchent l'engagement correct de la patella. Ça, je pense qu'ils vont y revenir plutôt sur la partie chirurgicale. Ce sont les macrotraumatismes avec tout ce qui déclenche la luxation, la rupture donc du rétinaculum, l'arrachement du bord médial de la rotule et les fractures ostéochondrales du rebord de la trochlée. Sur le plan de la prise en charge, ce qui est très important, c'est de comprendre que généralement, lors d'un premier épisode, on ne fait jamais de prise en charge chirurgicale, sauf si on a des pathologies complexes. Mais globalement, l'idée, c'est de tenter un traitement conservateur, médical, sauf si on en a une de ces trois lésions dont je viens de vous parler. Le bilan radiographique, il est simple. On fait les radios initiales dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je vais très vite prescrire l'IRM. Quand je revois les gens à 15 jours, 3 semaines, s'ils n'ont pas fait leur IRM et qu'ils n'ont plus strictement aucune douleur, on annule. Mais c'est quand même des choses qui me permettent d'aller beaucoup plus loin dans le diagnostic, dans la prise en charge et d'envisager un petit peu un plan de prise en charge sur plus long terme. Évidemment, en cas de deuxième épisode ou de récidive chez quelqu'un qui a fait une prise en charge médicale complète et correcte, je prends immédiatement un avis chirurgical pour qu'on discute un petit peu ensemble de la meilleure conduite à tenir. Et là, pour le coup, le scanner a toute son importance, ou l'IRM si on a vu tout ce qui nous intéressait, et notamment tous les facteurs articulaires dont on a parlé, tous les facteurs extra-articulaires, lésionnels, qui pourraient amener à cette récidive. Le traitement conservateur que moi j'opère, il est assez simple. J'immobilise dans une attelle en extension pendant 3 semaines, puis avec une orthèse de recentrage rotulien pendant 3 semaines. Il marche immédiatement dès J0. Selon, bien évidemment, la charge est adaptée avec une béquille selon les douleurs. Physiothérapie antalgique immédiate, balnéothérapie idéalement dès le début. Et puis ensuite, la vraie rééducation fonctionnelle se fait, pour moi, précocement entre J10 et J15. Puis ensuite, bien sûr, je reviens sur la prise en charge dont on parlait tout à l'heure, la prise en charge à distance du syndrome fémoro-patellaire douloureux, plus ou moins de l'arthropathie. Et là, je vais très vite sur de la médecine régénérative. L'arthropathie fémoro-patellaire isolée, c'est très rare. Enfin, moi, j'en vois jamais sans facteurs favorisants, sans anciennes instabilités. Dans la littérature, globalement, il y a en gros 33% d'arthropathie sur instabilité de la rotule. Globalement, où c'est post-traumatique. Moi, je traite l'arthropathie de la même manière en médecine régénérative. Je traite en prenant en compte les facteurs favorisants qui sont connus. Je traite en rééducation très vite et ensuite, je vais globalement discuter avec un chirurgien des options en cas d'usure très prononcée, et notamment, ça m'est arrivé fréquemment de discuter de prothèses unicompartimentales chez des gens qui sont en très bonne condition physique et qui ont vraiment une arthrose spécifique fémoro-patellaire. Mais globalement, que ce soit la prise en charge médicale ou la prise en charge chirurgicale sur ça, c'est vraiment à la carte. En conclusion, la pathologie fémoro-patellaire comporte un syndrome douloureux auquel peut s'ajouter ou non un syndrome d'instabilité. On la rencontre souvent chez l'adolescent et le jeune adulte. L'incidence chez le sportif, elle n'est pas connue, mais c'est quand même très fréquent. Une physiopathologie qui est très complexe. Dans les syndromes fémoro-patellaires algiques, les douleurs antérieures sont liées à des forces compressives.
Souvent, la montée et la descente des escaliers, la position assise prolongée sont des facteurs réguliers de douleur pour lesquels les gens consultent. Lorsqu'ils sont isolés, ces syndromes fémoro-patellaires, et qu'on ne voit pas grand-chose sur le plan d'imagerie, c'est difficile d'affirmer le diagnostic. C'est pour ça qu'il faut rester simple dans le cadre qu'on s'est fixé initialement, à savoir syndrome fémoro-patellaire douloureux, plus ou moins instabilité, plus ou moins arthropathie. Et si syndrome fémoro-patellaire douloureux plutôt atypique, il faut envisager les causes secondaires de syndrome fémoro-patellaire. Le bilan d'imagerie, il est simple. L'évaluation clinique, elle doit être rigoureuse et comprend des examens dans un certain ordre pour éviter de faire trop de douleur immédiatement et que la personne ne puisse plus être examinée. Et la complication la plus classique, c'est l'arthrose fémoro-patellaire. Voilà, je vous remercie. Et merci beaucoup, Pierre, pour ton intervention. Ce que je te propose, c'est de nommer animateur Mathieu ou Bastien en fonction de l'ordre de passage. Je crois que Bastien passait avant, c'est ça? Ah oui, Sébastien. Alors, tac, Tu vas sur Bastien et tu le nommes animateur. Donc, Bastien Bordenave, qui est masseur kinésithérapeute, qui va pouvoir nous proposer aussi un tour d'horizon au niveau de la patella. Tu me dis quand tu t'en sors, Pierre? J'entends pas grand-chose. Si quelqu'un me parle, et je vois aucune question. S'il y avait des questions, je ne sais pas comment elles s'affichent. Je suis désolé. Non, mais alors, normalement. pour le coup, pour respecter le temps imparti, les questions, ça va être assez difficile parce que le temps que Bastien et Mathieu puissent faire la présentation dans le temps imparti. Ce que je te Au pire, propose, tu réponds à l'écrit. Ouais, au pire, tu pourras écrit dans répondre par écrit dans l'outil questions-réponses. Est-ce que tu as réussi à nommer animateur Bastien? Oui, ça y est, normalement, c'est lui qui est animateur. Super. Donc, Bastien est en train de partager son écran, donc je vais le laisser se présenter, bien sûr. Et donc, je vous laisse essayer de respecter le temps de 10-15 minutes afin qu'après, on puisse se poser une ou deux questions et puis pour laisser le temps à Dr Mathieu Sanchez de faire sa présentation. Ça marche. Alors, Bastien Bordenave, donc, je suis kinésithérapeute. Je travaille à Bruges, dans un cabinet libéral, et j'interviens aussi dans une équipe de rugby pour faire de la prévention et de la réathlétisation auprès des jeunes. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux abducteurs rotateurs externes de hanche et leur implication dans le syndrome fémoro-patellaire. Il y a beaucoup de littérature qui a été produite ces 10 dernières années autour du sujet, de plus ou moins bonne qualité. Donc, on va faire le tri entre ce qui est bon, moins bon, le consensus actuel et les applications cliniques qu'on peut en tirer. Je vais rapidement passer sur les définitions, puisque Pierre a tout dit, douleur péri- ou rétro-rotulienne, aggravée par une activité en charge. Quelques critères additionnels, crépitement, douleur à la palpation, léger œdème, douleur en se relevant ou lors de la position assise. Volontairement, dans mon propos aujourd'hui et dans beaucoup d'études qui sont produites actuellement, on exclut le sous-groupe des instabilités puisque ça nécessite en fait une prise en charge plus spécifique, avec notamment un avis chirurgical dans les cas chroniques. Deux objectifs en kiné, mais dans la prise en charge en général, réduire la douleur et améliorer la fonction. Pour ce faire, le consensus actuel émis, il y a une bonne étude qui a été faite, la première là, que je vous cite. Si jamais vous avez besoin des références, n'hésitez pas à me redemander les questions dans le chat. C'est un excellent papier au niveau du consensus sur le syndrome fémoro-patellaire. Il tourne autour du renforcement du quadriceps, qui serait encore plus efficace si associé à un travail des abducteurs de hanche, et encore plus efficace si on met en place également une semelle, notamment à court terme. Alors ça fait un peu recette miracle. Mais comme l'a dit de très belle manière Pierre, il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Je vous en cite rapidement quelques-uns, mais ça n'est pas exhaustif. Il y a des facteurs psychosociaux, on va parler de facteurs aussi neuromusculaires, d'adaptation du matériel, de contrôle du tronc, ce qu'on voit sur cette étude-là de 2019, qui a même une différence de stratégie d'utilisation du tronc entre les personnes ayant un syndrome fémoro-patellaire et les personnes qui n'en ont pas.
On peut également incriminer l'articulation distale, hein, avec des fois des problèmes de flexion dorsale de cheville qui sont à l'origine de trop de contraintes au niveau du genou, d'adaptation de la technique ou encore de quantification du stress mécanique avec la pratique intensive du sport. Alors, si on revient à nos abducteurs rotateurs externes, déjà, à quoi on s'intéresse? Au niveau des abducteurs moyens, petits, grands fessiers, TFL piriforme. Pour les rotateurs externes, piriforme, obturateur interne et externe, carré fémoral, grand fessier, adducteur iliopsoas et quelque chose de très important, les fibres postérieures du moyen fessier. Évidemment, ces muscles, ils ne sont pas tous autant utiles selon les degrés de flexion. Mais ça, on pourrait en parler pendant des heures, c'est de la biomécanique. Donc, on y reviendra si vous voulez dans les questions également. La majorité des études concernant la force des abducteurs et des rotateurs externes montrent qu'il y a un déficit généralisé qui peut aller jusqu'à moins 26% pour les abducteurs et jusqu'à moins 24% pour les rotateurs externes. On va le revoir après. Ce sont des valeurs qu'il faut prendre avec des pincettes puisque on a un souci de population, mais j'en reparle un peu plus tard. Les conséquences au niveau biomécanique, là aussi Pierre en a décrit quelques-unes. On va avoir plus de rotation médiale de hanche, d'environ 6%, plus de translation latérale de la patella, alors cette translation latérale lors de la flexion elle est physiologique, hein, due à l'obliquité de l'angle Q, mais elle va être aggravée dans le cadre des syndromes fémoro-patellaires. Pas d'impact forcément sur une rotation de la patella et donc une augmentation du stress articulaire fémoro-patellaire dans la flexion avec cette augmentation du valgus dynamique. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'établi actuellement dans la littérature de lien linéaire, et j'insiste au niveau linéaire, entre une augmentation du valgus dynamique et une augmentation de la douleur. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact, puisque ce dont on est sûr, par contre, c'est que sur toutes les dernières études au niveau du renforcement des abducteurs et de la rotation externe, on a une efficacité qui est prouvée, d'autant plus si elle est associée au quadriceps. Quelques remarques sur ces études-là. On s'intéresse généralement à une population qui n'est pas athlète de haut niveau. On a un vrai manque d'études de qualité sur grand échantillon d'athlètes de haut niveau. Il y a quelques petites études, mais ce n'est pas assez pour pouvoir vraiment être pertinent dans les méta-analyses. C'est embêtant puisqu'on sait qu'il y a des particularités qui sont bien spécifiques à la pratique du haut niveau. Il y a des déséquilibres musculaires dus à la spécificité et à l'orientation des corps pour la performance qui sont importants, et donc ça serait intéressant d'en avoir quelques-unes pour ces athlètes-là. Et la majorité des études s'intéressent à une population féminine. On sait que la prévalence, elle est plus de 2 fois plus élevée chez les femmes, mais on est en droit de se poser des questions, puisque en 2014, il y a une étude qui a montré que les hommes, si on ramenait au kilo du poids du corps, étaient plus forts au niveau des abducteurs que les femmes, alors qu'il n'y avait pas de différence pour les abducteurs. Donc, on peut se demander si ce déficit qui est montré dans la majorité des études, des abducteurs et rotateurs externes de hanche, est également présent chez les hommes. Il n'y a pas d'études spécifiques uniquement chez les hommes qui est actuellement, à ma connaissance, d'assez bonne qualité pour être pris en compte. Donc ça nous pousse à vraiment nous dire il faut bilanter. Pierre l'a dit, chaque critère doit être bilanté, doit être évalué. Et donc, les abducteurs, les rotateurs externes, c'est extrêmement important
de les bilanter avant de mettre en place un programme. Ça ne sert à rien de faire à l'aveugle, si ça se trouve, le patient n'en a pas besoin. Donc pour l'évaluation musculaire, au niveau des abducteurs, le plus décrit dans la littérature, puisque c'est le plus fiable au niveau de la reproductibilité, c'est l'isocinétisme. À titre indicatif, l'idéal c'est de prendre 2 séries de 5 répétitions à 60 degrés secondes. On prend la meilleure moyenne des 3 meilleures répétitions. Ça peut se faire debout ou allongé, on va préférer allongé. Concernant l'isocinétisme, tout le monde n'a pas le budget pour s'offrir une machine comme ça. Donc, il faut bien évaluer différemment. Pour cela, on a le dynamomètre manuel qui a montré une très bonne validité comparée à l'isocinétisme. Là aussi, on préfère un décubitus latéral puisque c'est là qu'on a le meilleur pic de force au niveau des abducteurs et la meilleure sélectivité de ces muscles-là. Ici, sur l'image, vous avez une variante avec une ceinture qui aurait montré une bonne reproductibilité interopérateur, et ça, c'est assez intéressant, notamment pour quand c'est un médecin qui évalue, quand c'est un kiné qui évalue, ou même dans un même cabinet, plusieurs kinés pour essayer d'avoir à peu près les mêmes modalités. Généralement, cette évaluation, elle se fait au niveau de la force max, donc sur 6 secondes avec 3 essais pour chaque côté. Un petit bémol, ce sont quand même des muscles qui, oui, travaillent en force quasi maximale, mais qui travaillent plutôt en endurance de force. C'est plutôt leur capacité à répéter une force importante qui serait intéressante à évaluer. Et on n'a pas de grande étude de qualité là-dessus non plus. Ce qui est dommage, on pourrait très bien imaginer un nombre de répétitions à 75% de la force max, d'arriver à tenir une dizaine de répétitions ou un temps de tenue pour vraiment évaluer les fibres endurantes. Au niveau des abducteurs, on a également un autre test, le Donatelli Drop Leg Test. Donc, on positionne le patient en jambes en élévation et en extension. De cette manière, en fait, on vient réduire l'activité du grand fessier pour évaluer les fibres postérieures, donc qui sont rotatrices externes, du moyen fessier. Il est décrit, ce test, comme étant uniquement de demander au patient de tenir cette position, ce qui n'est pas si facile. Hein. Mais on peut très bien imaginer la mise en place d'un poids ou avec un dynamomètre manuel pour évaluer la force. Au niveau de la rotation externe, là aussi, on va avoir l'isocinétisme et le dynamomètre manuel qui sont très intéressants. Je ne reviens pas dessus. Un test qui peut être intéressant à mettre en place, c'est le test d'Augustson. Il est assez récent. En fait, c'est tout simplement l'évaluation en millimètres, grâce à un mètre ruban, du débattement de l'élastique lors du mouvement de rotation externe. Alors, ça peut paraître un peu bricolage comme ça, et ça l'est. C'est pas si compliqué à recréer. Moi, je l'ai recréé récemment avec un élastique au cabinet. Et ça montre une excellente reproductibilité. C'est fiable, c'est pratique. Et en fait, l'élastique ne se détend pas tant que ça. C'est ce que j'avais peur. Donc, ça marche très bien. À faire des deux côtés, évidemment. Alors ensuite, concernant les tests fonctionnels, déjà quelques principes. Il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines. On va juste s'en intéresser à 3 aujourd'hui. L'un des plus simples, l'un des plus pertinents en pratique de cabinet et l'un des plus complexes. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoirement dû à une faiblesse des muscles de la hanche, hein, d'obtenir un valgus dynamique trop important lors d'un test, et surtout asymétrique. On peut avoir des critères neuromusculaires, on peut avoir des critères de manque de capacité excentrique du quadriceps ou du grand fessier. On peut avoir également tout simplement une raideur en flexion dorsale de cheville qui font que ces tests visuels sont quand même à prendre avec des pincettes
et ne sont pas uniquement le résultat d'une faiblesse de la masse des fessiers. Donc, le premier, c'est l'un des plus simples, le Trendelenburg test, que vous connaissez tous déjà sûrement. Observation de la chute de l'épimyliaque postéro-supérieur opposé lors du 30 secondes de maintien unipodal. Alors concrètement, si on observe un déficit aussi important, on est à la limite du déficit neurologique, hein, ce qui fait qu'en pratique, notamment sportive, ce test il a peu d'intérêt, mais il a quand même l'intérêt d'être l'un des premiers à avoir décrit ça. Concernant le plus pratique et le plus pratiqué dans les cabinets, c'est le squat unipodal. Alors généralement, réaliser une seule fois ou 2 fois, c'est dommage. On peut le faire au moins une dizaine de fois. C'est intéressant de voir comment le patient réagit avec la fatigue. Souvent, la première répétition est assez propre et après, ça se dégrade rapidement. Pourquoi ce test est vraiment pertinent? C'est parce qu'il permet de situer aussi le patient dans son ensemble, de voir sa réaction au niveau de la cheville, si on a un écrasement, de la voûte plantaire, de voir sa réaction au niveau de la proprioception, s'il a plutôt une stratégie de hanche, une stratégie de cheville pour se rééquilibrer. De voir au niveau du tronc, là vous voyez sur l'image à droite, alors il ne réalise pas vraiment un squat, hein, ça c'est pour l'image, mais on voit son tronc, on devine une inclinaison de la ceinture scapulaire du côté opposé pour se rééquilibrer. Donc ça, c'est vraiment un test qui est très important et surtout, si je peux insister dessus, c'est d'en faire beaucoup de répétitions. Voilà. C'est là qu'on commence à voir les défauts. L'un des tests les plus compliqués à dire et à faire, c'est le Single Leg Vertical Drop Jump Test. Alors, ça consiste à se laisser tomber d'une box de 40 à 60 cm, de demander un rebond au patient, comme dans l'image B, pour ensuite réatterrir de manière stable. Quelques particularités. La première, c'est qu'il faut quand même que le patient soit échauffé avant de faire ça et que vous soyez sûr qu'il ait les capacités musculaires, notamment excentriques, hein, du couple quadriceps grand fessier, pour amortir sa chute et pouvoir proposer un rebond qui est intéressant. Là aussi, on met en place énormément de facteurs qui sont autres que les fessiers. Il y a un facteur de pliométrie, il y a d'explosivité, il y a de la stabilité, il y a aussi de l'appréhension. Ce n'est pas un test qu'on peut du tout faire à tous les syndromes fémoro-patellaires dès qu'ils arrivent au cabinet. Pas du tout. Ce que je vous conseille pour ces tests-là un peu complexes, c'est de les filmer. Maintenant, il y a plein d'applications sur smartphone ou sur tablette qui permettent d'avoir des ralentis et surtout de garder en fait en image l'image de ce test et de pouvoir la comparer avec à la fin de la rééducation comment le patient effectue son test. Donc au niveau du renforcement, quelques principes de base. Il faut qu'il soit évidemment ciblé sur les déficits observés. Si on n'observe pas de déficit et qu'on estime avoir fait assez de tests au niveau des muscles de la hanche, et bien ça ne sert à rien de mettre un programme sur la hanche, hein, on perd du temps, il y a plein d'autres choses à travailler. Il faut qu'il soit au maximum dans la synchronisation entre le genou et la hanche, puisqu'on a vu dans le consensus que c'est le programme du quadriceps associé au programme des abducteurs qui est le plus pertinent, en essayant de varier au maximum les degrés de flexion de genou et dans l'idéal de s'approcher du sport. On ne fait pas les mêmes exercices à quelqu'un qui fait du crossfit et qui a mal sur son pistol squat qu'à quelqu'un qui fait juste son footing le dimanche. Ce n'est pas du tout les mêmes degrés de flexion, ce n'est pas les mêmes muscles qui sont incriminés. Donc ça, il faut l'observer, il faut surtout varier. Et on va également varier entre la chaîne ouverte et la chaîne fermée. La chaîne ouverte, elle va nous permettre d'être plus sélectif sur le muscle à renforcer qu'on aura observé dans notre bilan. Et la chaîne fermée va nous permettre de se rapprocher plutôt de la fonction et du sport pratique. Quelques exemples d'exercices analytiques. On voit ici les abducteurs sur la première photo.
la rotation externe sur la seconde, les abducteurs et le tronc sur la troisième. Alors pour les plus observateurs d'entre vous, le tronc oui, mais on voit bien sur la troisième photo qu'elle n'active pas du tout son muscle transverse abdominal. Et ici, on a un exemple en bas à droite de renforcement des fibres postérieures du moyen fessier avec le mur comme point de référence. Il ne faut pas que ce soit un point d'appui. Toujours pareil, avec l'extension, on vient réduire l'activité du grand fessier pour vraiment être sur les fibres postérieures du moyen fessier. Au niveau des répétitions, là aussi, si on a évalué un déficit de force plutôt dans son pic de force, on va être sur des répétitions plus courtes avec des mises en charge plus lourdes. Si on est plutôt sur un problème d'endurance, on va préférer plutôt des séries plus longues. Mais ça, c'est un autre sujet également, on pourrait y passer 1 heure. Alors, pour terminer, si on veut s'intéresser aux moyens fessiers, quels sont les 5 exercices qui permettent de le travailler au maximum? On va avoir évidemment en numéro 1 les abducteurs au sol qui vont être très sélectifs mais peu fonctionnels. En numéro 2, on aura le squat unipodal qui est un exercice qui est très intéressant puisqu'il vient mettre en charge l'articulation. Il ne faut pas que l'articulation soit au repos complet, hein, sinon ça ne marche pas. Il faut la mettre en charge de manière progressive. Le squat unipodal, il a l'avantage de faire travailler en charge le moyen fessier, de le synchroniser avec le quadriceps. On a une notion également d'équilibre. Et c'est un très bon exercice pour lutter contre l'appréhension, aussi contre la kinésiophobie. La marche latérale avec élastique, donc ça c'est un exercice qui est beaucoup plus accessible. Là aussi on peut l'avoir avec genou tendu comme sur la photo ou genou fléchi en allant un peu plus vers la flexion. Beaucoup plus accessible même dans les premières séances pour les syndromes fémoro-patellaires. À savoir, l'élastique ici il est positionné au niveau des genoux, mais vous aurez, je n'ai pas l'étude ici de noter, vous aurez ici une meilleure sélectivité des muscles fessiers si vous mettez en place l'élastique plutôt au niveau des pieds. Donc, il y a un meilleur recrutement de par l'augmentation des bras de levier. Un autre exercice, on a le plongeur unipodal, qui est un très bon exercice. Donc là, pour lier plutôt les fessiers avec du travail de chaîne postérieure et du travail de proprioception globale du membre inférieur. Et on a également les sauts latéraux qui sont intéressants pour coupler l'activité excentrique du quadriceps, pliométrique de l'ensemble du membre inférieur et également celle du travail excentrique du moyen fessier pour le frein, puis pour la relance. Les autres exercices, ils sont moins spécifiques du moyen fessier, mais ils restent très intéressants. Notamment, on a tout ce qui est travail de fente, qui là aussi va mettre en charge l'articulation et donc progressivement donner de la confiance au patient, en plus de lui donner les outils au niveau musculaire pour progresser au niveau de la fonction. Et pour conclure, donc, on a ce consensus autour du renforcement du quadriceps de la hanche, hein, qui est assez fort au niveau de la littérature. Cependant, ce n'est pas une recette miracle. Il faut vraiment bilanter, savoir exactement est-ce que mon patient a un déficit des abducteurs, des rotateurs externes, pour ensuite mettre en place des exercices, parce que ça n'est pas que du renforcement musculaire, la prise en charge du syndrome fémoro-patellaire. Il y a énormément de facteurs qui sont à évaluer, et donc il faut gagner du temps à en éliminer. Si ce n'est pas un problème d'abducteur, peut-être que c'est un problème de contrôle musculaire, peut-être que c'est un problème de cheville, peut-être que c'est un problème de tronc. Et ça, il faut vraiment l'évaluer pour aller à l'essentiel. Et je pense que Pierre l'a bien dit, s'il y a beaucoup de patients qui n'avancent pas dans leur prise en charge kiné au niveau de leur syndrome fémoro-patellaire, c'est principalement parce qu'on a tendance à trop standardiser le traitement en faisant
du renforcement du quadriceps dans des amplitudes au départ pas trop compressives pour la fémoro-patellaire et un petit peu de hanche, un petit peu de tronc. Mais en fait, si ce n'est pas un problème de quadriceps, il ne faut pas s'axer sur ça. Si ce n'est pas un problème de hanche, il ne faut pas non plus essayer de le travailler. Ou alors vraiment en fin de rééduc, quand on a le temps, plutôt à viser préventif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais essayer. Merci beaucoup, Bastien. Ouais, je te laisse effectivement mettre Mathieu Mathieu en animateur. Merci à Pierre aussi qui a répondu à toutes les questions et qui a réussi à rebondir sur certaines questions pour Bastien. Bastien, n'oublie pas dans l'outil questions-réponses ou converser si tu veux répondre après pendant que Mathieu présente sa partie. Alors, comment on fait? Participants. Alors, tu peux aller sur conférencier, tu devrais trouver Mathieu et après, tu vas pouvoir le nommer animateur. Voilà, normalement, c'est bon. Ouais. Mathieu, on te laisse ouvrir ta présentation. Avec plaisir, bonjour à tous. Je suis désolé s'il y a un peu de bruit derrière, c'est qu'ils ont décidé à l'instant de commencer le marteau-piqueur à l'accueil de la clinique, donc j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. Ok, c'est parti, on partage l'écran. C'est bon, vous voyez tous correctement? Oui, c'est très bien. Impeccable. Bon, merci d'être là à l'heure du repas pour continuer à faire en sorte que tous ces webinaires marchent et puis soient informatifs pour chacun, qu'on puisse continuer à dialoguer. J'excuse par avance Thibaut Noy, dont c'est la journée opératoire et qui est en train de faire une prothèse de genou. Nous, ce dont on voulait parler avec vous, c'était de la conduite à tenir devant une luxation de rotule, on va dire au sens large du terme. Pierre vous a déjà donné tout à l'heure les grandes bases de quels sont les éléments qui stabilisent une rotule. Donc, il y a des éléments dynamiques et il y a des éléments qui sont statiques. L'élément dynamique le plus important, c'est évidemment le quadriceps, c'est son chef principal pour stabiliser la rotule, pour la recentrer afin qu'elle ne parte pas vers l'extérieur. C'est évidemment le vaste interne qui va se contracter de manière à recentrer cette rotule au centre de la trochlée fémorale. Le facteur statique qui l'est entre 30 et 100 degrés de flexion, donc vous voyez la rotule s'est déjà engagée dans sa trochlée. Il faut voir le système fémoro-patellaire en fait comme un wagon de train posé sur un rail. Le rail étant cette trochlée fémorale qui doit être normalement creusée pour accueillir le centre de la rotule de telle manière à ce que celle-ci ne capote pas, ne bascule pas vers l'extérieur. Et c'est un élément extrêmement important. On a tous des variations anatomiques. Les gens évidemment qui auront une trochlée plus plate, un rail moins creusé, auront une prédisposition à avoir la rotule qui bascule vers l'extérieur. Ayant ensuite ces deux éléments très importants, les rétinaculums ou l'aileron externe qui a un rôle avec la bandelette iliotibiale statique de verrouiller cette rotule, mais surtout l'aileron interne dont fait partie le ligament fémoro-patellaire médial, dont vous allez beaucoup entendre parler, ce MPFL, qui est, à l'instar d'un ligament croisé antérieur, l'élément principal actif qui va stabiliser la rotule en interne en la reliant par ce beau ligament jusqu'au fémur et ça fait jusqu'à 50 à 60% de la stabilité dans les premiers degrés de flexion. Donc au moment avant que la rotule aille s'engager dans son rail, c'est vraiment l'élément stabilisateur principal et qui est lésé malheureusement quand la rotule se luxe. Une fois qu'on a vu ça, il faut bien différencier deux choses, l'instabilité objective, c'est-à-dire une vraie luxation de rotule, la perte de congruence, c'est-à-dire la rotule part vers l'extérieur, la face centrale de la rotule se retrouve sur la face latérale du fémur lors des traumatismes à haute énergie qui nécessitent de manière indubitable la rupture de ce ligament médio-patellofémoral avec le positionnement de la rotule de l'autre côté. C'est évident, c'est comme quand le tibia part très fort en avant sous le fémur lors d'un accident de rupture du croisé antérieur. L'instabilité subjective, les gens qui perçoivent une insécurité rotulienne sont complètement une autre case qui ne sera pas traitée ici. Souvent, c'est une absence de contraction réflexe du vaste interne en lien à la douleur, en lien potentiel à un des syndromes fémoro-patellaires, comme vous l'a dit Pierre tout à l'heure, mais il n'y a pas d'atteinte des structures stabilisatrices du genou et de la rotule à proprement parler. L'incidence de cette instabilité rotulienne, c'est entre 7 à 50 par 100 000 habitants. Ça touche plus souvent les femmes jeunes et actives, en général les femmes jeunes, souvent avant la majorité. Dans 30 à 50% des cas, une luxation de rotule entraînera des séquelles, une récidive dans 17% des cas, après le premier épisode. Lorsqu'on se luxe une deuxième fois, il y a 50% de récidive au moins, ce qui fait qu'en cas de deuxième épisode, on a tendance à être plus agressif chirurgicalement, à souvent laisser une place au traitement conservateur en cas de premier épisode.
Les séquelles peuvent être également des douleurs ou des crépitations en fonction des lésions associées, des lésions de passage faites par la rotule lorsqu'elle se luxe. Les risques de récidive ont été bien évalués scientifiquement. C'est les mineurs avec une luxation pour un traumatisme à faible énergie, à savoir pas forcément un choc genou contre genou qui vient de l'intérieur, comme on voit souvent au rugby. L'hyperlaxité constitutionnelle, un antécédent familial de luxation de rotule qui donc inclurait de manière quasi certaine une anatomie favorable à se luxer la rotule, une rotule assez plate, une trochlée plate ou une rotule haute comme on va le voir, et donc cette anatomie prédisposante qui est souvent génétique, comme on va de plus en plus souvent en être certain d'un point de vue scientifique avec les dernières études qui montrent notamment que la rupture du ligament croisé antérieur a une forte composante héréditaire. Le risque d'arthrose secondaire, comme une luxation d'épaule, comme un traumatisme d'instabilité au niveau du genou entre le fémur et le tibia pour une rupture ligamentaire, crée nécessairement des lésions de passage et donc on retrouve 22% d'arthrose à 25 ans après un épisode unique de luxation de rotule. Il faut bien différencier les mécanismes lésionnels, les traumatismes directs en général ou indirects qui provoquent un grand valgus et une rotation externe du tibia. Et les traumatismes peuvent être à haute énergie, comme je vous ai dit, un choc direct genou contre genou poussant la rotule vers l'extérieur, entraînant une luxation aiguë. Et ensuite, les récidives font le plus souvent pour des traumatismes à faible énergie. Et donc là, on voit des gens qui se luxent la rotule simplement en courant ou en changeant de direction, en montant ou descendant des escaliers. Lorsque cette instabilité est devenue chronique, plusieurs épisodes ou plusieurs insécurités après un vrai épisode de luxation initiale, on va rechercher des facteurs anatomiques d'instabilité prédisposants. La dysplasie rotulienne, comme je vous l'avais dit, effectivement le rail qui est non creusé ou qui est carrément basculé vers l'extérieur, de telle manière à ce que ce soit une vraie rampe de lancement après les 20 premiers degrés de flexion pour que la rotule parte à l'extérieur. Il y a un excès de latéralisation de la tuberosité tibiale, c'est-à-dire que l'insertion du tendon rotulien et donc de la rotule est trop externe sur le tibia, prédisposant donc la rotule à partir vers l'extérieur de manière anatomique. Il y a une mesure en fait qui est la TAGT qui mesure cette translation latérale de la rotule par rapport au bord postérieur des condyles au fémur, qui est une mesure qui en général doit être inférieure à 20 mm. Le tilt patellaire ou la bascule, c'est-à-dire quand on contracte le quadriceps, le fait de voir la rotule se tourner sur un cliché radiologique de profil montre bien à quel point il y a une insuffisance du ligament médio-patellofémoral et donc que la rotule n'est plus tenue en interne et qu'elle bascule dès qu'on contracte le vaste interne. La rotule haute ou patella alta également qui donc prédispose en fait parce que la rotule est déjà engagée sur le sommet de son rail et qui est donc en flexion va partir spontanément du fait d'une hauteur trop importante. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'un examen clinique d'une luxation de rotule? En général, si vous le voyez, comme c'est le cas pour ce pauvre joueur de foot lors d'un entraînement de l'équipe de France, sur un traumatisme aigu, un patient très algique avec une déformation manifeste, une rotule complètement basculée sur la face externe du genou. Et en général, les gens arrivent réduits aux urgences. Ça nous arrive quelques fois, les voir arriver encore luxés, et on le fait par manœuvre externe, sous Calinox et sous sédation. Donc avec du méopa de telle manière à les détendre musculairement, à la replacer sans recréer de lésions de passage au niveau de la rotule jusque sur le fémur. Donc, comme je vous disais, c'est important d'interroger les gens parce que très souvent leur luxation est réduite et on ne sait pas s'ils se sont réellement luxés la rotule et donc on est dans le cadre d'une instabilité objective ou si c'est une insécurité et quand alors on est dans une instabilité subjective, un patient qui n'a pas de vraie lésion anatomique mais qui est en insécurité. Et ça rentre dans le grand cadre des syndromes fémoro-patellaires. L'examen clinique repose sur l'inspection du tracking rotulien, c'est-à-dire de la course rotulienne. On recherche un tilt patellaire, une rotule qui bascule dans les premiers degrés de flexion témoignant d'une insuffisance de ce MPFL, un strabisme divergent, donc la rotule déjà basculée en latéral d'une fait d'une anomalie morphologique. Le testing du MPFL est assez simple, on se passe entre 0 et 20 degrés de flexion, on pousse la rotule avec le pouce vers l'extérieur et nous n'avons aucun arrêt, c'est-à-dire un arrêt mou, comme quand on teste un Lachman pour un croisé antérieur, et on ne perçoit pas la corde bien tendue au pôle moyen et supérieur de la rotule. Le test de Smiley est le test de référence qui recherche une appréhension et ou une douleur, donc c'est parfois un peu difficile à corréler. Lors de la translation, vous voyez, vous mettez à 30 degrés de flexion environ,
et vous poussez la rotule vers l'extérieur. Le patient qui vous arrête en disant non, je suis dans l'insécurité ou ça me fait mal, c'est un test de smiley positif qui est le test le plus reproductible aujourd'hui pour l'instabilité chronique de rotule. Et évidemment, il faut évaluer son statut musculaire, notamment le bon tonus du quadriceps et également les raideurs de la bande latilo-tibiale ou des ischio-jambiers. Le bilan d'imagerie a déjà été évoqué par Pierre, mais grosso modo, nous avons besoin d'un bilan bilatéral de radiographie standard dans une première intention quand on se place dans une instabilité chronique. On a besoin d'une radio de face, mais surtout d'une radio de profil à 30 degrés. Comme vous voyez en bas à gauche, la radio de profil à 30 degrés, vous voyez la case A ou la hauteur rotulienne, c'est-à-dire la distance entre le début du plateau tibial et la pointe et le bas du cartilage de la rotule. Et par rapport, c'est un rapport tout simplement entre la distance qui prend la mesure globale de la longueur du cartilage de la rotule sur la distance de la fin du cartilage jusqu'au tibia. Cette distance doit être entre 0,6 et 1,2 en moyenne de 1, c'est-à-dire que la distance de la longueur du cartilage est égale à celle de la distance entre la pointe du cartilage et le début du plateau tibial. Vous voyez bien sur la photo B, sur la droite, que cette distance entre la pointe, le bas du cartilage et le plateau tibial est beaucoup plus importante que la longueur totale du cartilage de la rotule. Et là, on en sera sur une patella haute. Évidemment, cette rotule est prédisposée à basculer après 30 degrés de flexion. Ce cliché de profil nous permet également de bien considérer la dysplasie trochléenne. On peut voir ça sur des radios et on voit ça très bien sur la radio en haut à droite avec ce signe du croisement. On voit un double contour entre le bas de la trochlée qui montre une trochlépate et également cet éperon sustrochléen qui montre une dysplasie de haut grade donc de la trochlée qui est complètement plate et là en l'occurrence, voire même inclinée en latéral, à une vraie bascule pour que le wagon déraille. Les clichés fémoro-patellaires, donc la rotule vue de haut par rapport au fémur, en haut à gauche, nous montrent de nombreux signes. Également, un peu l'aspect trochléen, donc vous voyez ce rail qui là n'est pas particulièrement creusé, mais aussi les petits arrachements osseux sur la face interne de la rotule, témoignant d'un arrachement du MPFL à cet endroit-là. Ces clichés radiologiques nous servent également à évaluer est-ce qu'il y aurait une fracture ostéochondrale, une lésion qui en s'engageant, la rotule aurait pu arracher principalement un bout de fémur en externe, comme je vais vous le montrer plus tard. L'IRM a un grand rôle pour moi dans l'analyse de l'instabilité chronique. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'évaluer, comme vous le voyez en haut, la rupture complète du MPFL. On ne voit plus du tout, comme l'aileron externe bien noir et bien tendu, l'aileron interne comprenant le MPFL sur la facette médiale de la rotule qui s'insère au fémur. Elle nous permet également d'avoir un argument en cas de rotule spontanément réduite, de luxation spontanément réduite, grâce à ces images en miroir, ces œdèmes que vous voyez sur la face externe du condyle et sur la face interne de la rotule qui montre que oui, la rotule est venue écraser le fémur à cet endroit-là et que donc a laissé un vestige osseux, un hématome intraosseux. Il y a véritablement eu une luxation de rotule. Elle permet également d'approcher le type de dysplasie trochléenne. Comme vous le voyez en haut, la trochlée, là au fémur, est complètement plate. Il n'y a absolument pas de rail creusé. Et aussi de faire le bilan des lésions associées, notamment des fractures ostéochondrales. C'est pour moi aujourd'hui l'examen de référence dans une analyse plus fine après les radiographies en cas de doute ou en cas de recherche de lésions associées pour une instabilité chronique ou un premier épisode de luxation de rotule. Quel est l'intérêt du scanner? Parfaitement évaluer la trochlée, effectivement, elle voit bien l'os. Vous voyez à gauche une trochlée, en haut à gauche une trochlée qui est normalement creusée et vous voyez en bas à droite une trochlée complètement plate. L'intérêt du scanner permet également de calculer l'antéversion fémorale et les rotations tibiales pour voir s'il n'y a pas d'anomalie de torsion des membres favorisant la bascule à l'extérieur de la rotule et nous permet également de calculer s'il y a un tilt patellaire, c'est-à-dire que si la bascule est plus importante ou si la rotule est anormalement insérée sur la face externe, sur la face latérale du tibia avec la mesure de cette fameuse TAGT, donc qui correspond au point de la tuberosité tibiale antérieure par rapport à l'axe, à l'arrière des deux condyles. Ça nous permet d'évaluer très clairement les anomalies morphologiques, le scanner de ce membre inférieur, de cette trochlée, de cette insertion de la rotule sur le tibia. L'arthroscanner, c'est-à-dire d'injecter un produit de contraste à l'intérieur du genou pour en évaluer, et l'examen de référence pour l'analyse du cartilage, et donc pour
les lésions ostéochondrales, il n'a pour moi un rôle que secondaire ou en cas de doute diagnostique, l'IRM l'évaluant déjà correctement à mon avis et un examen moins invasif, surtout chez quelqu'un qui a eu un épisode récent et qui est encore douloureux au niveau de son genou. L'injection du produit de contraste n'est pas forcément la chose la plus sympathique à lui proposer. Comment ça se traite, la luxation de rotule? Il faut bien différencier, comme je l'ai dit, le premier épisode. Il y aura quand même 17% de récidive après un premier épisode. Néanmoins, on essaye de rester conservateur en réduisant la luxation, bien entendu, puis en l'immobilisant dans une attelle d'extension entre 10 jours et 4 semaines en fonction du type de lésion pour faire cicatriser les structures médiales, à savoir le MPFL qui est systématiquement arraché lors d'un premier épisode de luxation de rotule, mais qui garde un potentiel de cicatrisation. On leur donne évidemment des antalgiques, préconise la cryothérapie comme dans tout traumatisme du genou ou d'un autre membre, une anticoagulation adaptée si le patient peut immédiatement marcher. Moi, je ne leur prescris pas d'anticoagulant, je les encourage au contraire à la marche. Il y a une rééducation très précoce dès que le genou le permet et il y a un énorme intérêt à cette rééducation, réathlétisation par les kinésithérapeutes post-luxation de rotule pour tonifier en isométrique le quad et les ischios de manière directe, qu'ils ne fondent pas musculairement et n'aggravent pas leur déficit qui engendrerait spontanément un risque de récidive augmenté. On mobilise progressivement tout en permettant la cicatrisation des structures médiales. Donc évidemment, ne pas forcer sur le MPFL en tentant des signes de Smiley, mais c'est important pour réacquérir le verrouillage, stabiliser le genou et importance absolue de récupérer une bonne force de contraction du vaste médial pour prévenir la récidive. Le seul cas où on est agressif, si vous voulez, d'emblée, en cas d'une première épisode de luxation de rotule, c'est évidemment en cas de lésion de passage, en cas de fracture ostéochondrale. Comme vous pouvez le voir en haut sur cette IRM, ce pavé au milieu de la trochlée complètement isolé qui correspond à l'arrachement d'un gros pavé de fémur. Et je vous ai dit, ça arrache souvent quand ça passe au fémur en externe. Et on le voit bien sur la radio, qui suffit à elle-même, qui voit le bout osseux arraché et qui n'évalue pas le cartilage, mais qui correspond aux images que vous avez en bas, avec quand même une importante lésion de passage au niveau de la zone portante du fémur, que j'ai réinsérée par ces 4 petites vis à ciel ouvert. Certaines peuvent être réinsérées sous arthroscopie, mais si on rentre plus dans l'exploit technique, pour réinsérer un pavé d'une aussi grande taille, mieux vaut le faire proprement à ciel ouvert par une courte incision, afin d'obtenir le meilleur résultat possible. L'instabilité rotulienne, le traitement, si vous voulez, toutes ces anomalies, intervient pour moi, et comme pour beaucoup de chirurgiens maintenant, c'est bien codifié, dans un second temps, c'est-à-dire en cas de récidive, de vraie récidive de luxation ou d'insécurité, de pseudo-instabilité, c'est-à-dire le patient qui, malgré une bonne rééducation, malgré un bon contrôle musculaire, ne parvient pas à stabiliser correctement sa rotule ou a l'impression d'avoir un engagement permanent de la rotule en externe qui l'empêche dans ses activités de la vie quotidienne et qui, par essence, arrête le sport. Les objectifs sont multiples, stabiliser évidemment la rotule, éviter les récidives et donc les lésions de passage, permettre les réparations des fractures ostéochondrales associées et préserver le cartilage à l'avenir, comme stabiliser un genou ou stabiliser une épaule qui se luxe à répétition. On sait que ce sont des articulations qui souffriront et auront plus d'arthrose à long terme. Donc c'est une chirurgie vraiment à la carte, comme vous l'avez vu, il y a des stabilisateurs actifs, des stabilisateurs passifs, et en fonction des structures passives touchées, en fonction de l'anatomie de chacun, on va être amené à proposer une chirurgie différente à chaque individu en fonction de ses facteurs de risque, l'objectif étant de corriger les différents facteurs d'instabilité rotulienne par les tissus mous. Donc, on va bien évidemment essayer de réaligner le système extenseur, c'est-à-dire recentrer la tuberosité tibiale si elle est trop déjetée en dehors, abaisser la rotule si elle est trop haute, et dans un dernier lieu, pouvoir recreuser cette trochlée si elle est trop plate. Mais pour moi, comme je vous l'expliquais, ça reste une chirurgie secondaire en cas d'échec des premières. La seule certitude que nous avons aujourd'hui et que les études nous montrent bien, c'est qu'en cas de luxation, il y a eu arrachement du MPFL, et en cas de non-cicatrisation donc de ce ligament, les gens qui restent pseudo-instables ou qui récidivent ont forcément un MPFL qui ne tient pas, qui n'est pas inséré, donc il faut dans tous les cas le reconstruire. Donc la chirurgie tissulaire qui est systématique aujourd'hui dans une chirurgie de stabilisation de rotule en cas de deuxième épisode ou en cas de pseudo-instabilité après un premier épisode malgré une bonne rééducation, c'est la reconstruction de son MPFL qui se fait grâce à un prélèvement, comme pour le croisé antérieur, on prélève le gracilis, le plus petit des tendons ischio-jambiers, de telle manière à lui réaliser une plastique, comme vous pouvez le voir sur ces images,
avec 2 ancres à la partie haute et à la partie centrale de la rotule et au niveau de son insertion, au niveau juste en avant, enfin juste en distal du tubercule des adducteurs au niveau du fémur et qui est fixé cet endroit-là par une vis. En général, on fixe ça aux alentours de 45 degrés de flexion dans une tension physiologique et la seule difficulté opératoire est de choisir la bonne tension lorsqu'on fixe ce MPFL à la rotule parce que les gens qui seront trop serrés auront des résultats au résultat des douleurs internes qui nous obligeront à aller sectionner notre travail. Ça, c'est déjà vu et c'est vraiment quelque chose qui est à l'expérience du chirurgien et qui doit être très, très finement analysé pendant l'intervention. La chirurgie osseuse est une chirurgie donc de reconstitution de l'anatomie s'il y a une malposition de la rotule. Comme je dis, elle peut être soit déjetée vers l'extérieur, soit trop haute. Dans ces cas-là, on peut médialiser, c'est-à-dire en ouvrant un regard, comme vous voyez en bas à gauche de la tuberosité tibiale, abaisser cette rotule. Donc, on scie la tuberosité tibiale, on l'abaisse et on la refixe par 2 vis tout en la médialisant, en la mettant plus interne de telle manière à ce que la rotule tilte moins et soit beaucoup mieux centrée en hauteur et en médialisation par rapport à sa trochlée. Ça, effectivement, il y a des critères. Donc, la patella alta sur les radios, une TAGT augmentée sur le scanner nous permettent de définir si ce sera un geste associé ou non. Dans tous les cas, donc MPFL, si malalignement rotulien, réalignement rotulien par TTA, et si échec de ces structures ou ces dysplasies d'extrêmement haut grade, comme vous pouvez le voir sur ce scanner en haut à droite, quasiment aucune chance de faire tenir une rotule sur une trochlée qui n'est même plus plate, mais complètement bombée, qui est une catapulte à rotule. Dans ces cas-là, la trochléoplastie, c'est-à-dire le recreusement de cette trochlée fémorale, comme vous pouvez le voir en bas, soit fixée par des agrafes ou des vis, qui consiste à scier le fémur et à l'aide d'une soustraction osseuse, recreuser cette trochlée de telle manière à ce que le rail soit plus profond et permette une meilleure articulation de la rotule. Nous ne l'utilisons que dans les cas extrêmes ou en cas d'échec des chirurgies précédentes parce que c'est une chirurgie beaucoup plus invasive et qui a des risques quand même de douleurs résiduelles très importantes de plus de quasiment l'ordre de 30%, ce qui n'est pas négligeable. Quelles sont les suites donc opératoires? On les immobilise par une attelle d'extension ou articulée en fonction des gestes réalisés. En général, articulée peut suffire. La mobilisation est progressive pour éviter de trop tirer sur la réparation ou le système extenseur. Des antalgiques, des anti-inflammatoires, une anticoagulation très limitée à quelques jours, le temps que la reprise de l'appui soit bien. Une rééducation longue et bien suivie avec un kinésithérapeute de telle manière à réaboutir à des amplitudes articulaires, à réathlétiser le membre inférieur comme après une chirurgie du croisé antérieur et une évaluation isocinétique pour les sportifs de bon niveau ou souhaitant le reprendre, comme pour le LCA, afin de prévenir les récidives ou les autres risques de lésions musculaires. En conclusion, cette luxation de rotule est très souvent survient dans un traumatisme aigu. Elle entraîne malheureusement dans de grandes proportions une instabilité chronique, 17% en premier épisode, plus de 50% après un deuxième épisode. Importance de bien interroger son patient et de l'examen clinique pour l'évaluer, pour ne pas tomber dans le piège d'une fausse instabilité ou des syndromes fémoro-patellaires douloureux. Une imagerie doit être adaptée avec des radiographies moins coûteuses pour la sécurité sociale, nos impôts, et tout à fait rentable pour analyser correctement le système fémoro-patellaire qui sera complété par un autre examen en fonction des données de cette radiographie analysée par un spécialiste. Prise en charge spécifique selon l'anatomie des patients et comme je vous le montrais, c'est vraiment une chirurgie à la carte où on doit prendre en compte les facteurs favorisants et proposer un traitement adapté à chacun. Donc juste par récapitulatif, je vous ai fait ce petit diagramme qui montre en cas de luxation rotulienne, premier épisode, absence de fracture ostéochondrale. On traite ça de manière conservatrice par de la rééducation, réathlétisation. Malheureusement, en cas de lésion ostéochondrale, nous allons réparer cette lésion et retomber dans la case du traitement conservateur après refixation de la lésion. En cas d'instabilité chronique, nouvelle luxation ou pseudo-instabilité après un vrai épisode de luxation, nous réalisons ce bilan d'imagerie adapté à chacun. Si le bilan d'imagerie ne retrouve pas d'anomalie morphologique, mais une simple rupture du ligament médio-patellaire fémoral, ce qui est systématiquement le cas, nous ferons alors une plastie isolée du ligament médio-patello-fémoral. Si en revanche, la rotule est haute et ou qu'elle est associée à une trop grande translation de la tuberosité tibiale, la rotule trop déjetée en externe, on fera alors un abaissement et ou une médialisation de la tuberosité tibiale. En cas de dysplasie sévère ou d'échec, la place de la trochléoplastie doit être discutée avec grande précaution du fait de résultats assez
différents et divergents selon les opérateurs déjà, et qui nécessitent à mon avis une grande expérience, une grande habilité technique et une bonne formation sur le sujet. Je vous remercie de votre attention. Thibaut Noailles nous fera un coucou s'il le peut. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai laissé mon adresse mail si vous avez d'autres questions, parce que vous avez tous un boulot et on va peut-être pas avoir toute la journée pour répondre à toutes les questions. Mais on y répondra bien entendu dès qu'on pourra. Merci beaucoup, Mathieu. Pour le coup, merci beaucoup à toute l'équipe. C'est vrai que c'est toujours très dur de faire synthétique sur des sujets aussi complexes. Je vous invite à prendre le temps, effectivement, de prendre l'adresse mail du Dr Sanchez. Vous pourrez poser les questions. Il pourra aussi redistribuer à Bastien et à Pierre avec plaisir. Et nous, on mettra un replay d'ici 1 ou 2 jours en dispo. On vous enverra le lien, bien sûr. Et pareil, vous pourrez poser les questions comme ça aux conférenciers. Mathieu, un petit mot pour la fin peut-être ? Merci à tous, très sympa, présents, vous avez été assez nombreux et c'est toujours un plaisir de partager. Merci pour les questions qui sont intéressantes et auxquelles on a essayé de répondre. Et puis au plaisir de vous recevoir quand vous le désirez, de vous rencontrer pour les gens qui sont de notre région. Et puis on essaie de trouver une nouvelle thématique et de vous proposer un autre sujet dès que possible.